Avant de plonger, laissez-moi un petit coucou dans les commentaires. Ça peut paraître anodin, mais croyez-moi, ça aide vraiment YouTube à partager cette histoire avec plus de fans de science-fiction comme nous. J'aimerais bien voir qui nous regarde. La transmission est arrivée sans prévenir. Un carillon profond a résonné dans la chambre de haute sécurité de la Défense terrestre unie, et l'écran holographique s'est allumé au-dessus de la table circulaire. Au centre, l'image du haut chancelier Orlin Vekot, chef du Conseil galactique, est apparue. Sa silhouette amphibienne allongée était drapée dans une robe de cérémonie. Sa peau lisse, couleur ardoise, luisait sous la lumière artificielle de sa chambre. Et ses grands yeux argentés observaient les représentants humains rassemblés avec un amusement froid et détaché. Des humains, commença Vakoth d'une voix lourde de condescendance. Le Conseil a pris une décision concernant votre planète. La Terre, une anomalie parmi les étoiles, repose sur des ressources inexploitées qui pourraient certes servir le bien commun de la communauté galactique. Nous avons délibéré et il a été décidé que ces ressources ne resteraient plus entre vos mains. Il joignit ses doigts. Griffu, ses mouvements lents, presque inactifs. Ceci n'est pas une demande, c'est une décision. Votre planète, vos industries et vos infrastructures seront intégrées à la prospérité globale de la galaxie. Vous pouvez, bien sûr, rester locataire. Si vous acceptez, des aménagements pourront être prévus pour votre présence. Si vous résistez, il marqua une pause, ses lèvres sans lèvres se retroussant. Eh bien, je vous déconseille toute résistance. La salle était silencieuse. Au centre de la longue table de conférence, le chancelier Harold O'Quinn était légèrement adossé à sa chaise, les mains croisées, la posture impassible. Autour de lui, les hommes les plus puissants de la planète, dirigeants politiques et militaires, étaient assis, immobiles. Leurs mâchoires serrées, leurs yeux noirs d'une fureur contenue. L'air en était lourd. La voix d'O'Quinn endait l'air. Bien. Alors nous sommes d'accord. Le silence s'éternisa, la tension monta avant qu'O'Quinn n'inspire lentement et ne se penche en avant. Ses yeux gris acier se fixèrent sur ceux de Vekoth, son expression de pierre. « Si tu continues comme ça, dit-il d'un ton calme, tu enfreindras la seule règle de la Terre. » Dit-il d'un ton calme. « Tu enfreindras la seule règle de la Terre. » La salle du conseil, à l'autre bout du fil, vibra des murmures étouffés des dignitaires extraterrestres. Certains semblaient perplexes, d'autres intrigués, et d'autres encore se contentaient d'observer avec le regard détaché de bureaucrates ayant déjà assisté à de telles confrontations. Mais Vekoth ne partageait pas leur curiosité. Au lieu de cela, il laissa échapper un petit rire guttural. Et quelle est donc cette règle, humain? O'Quinn laissa le poids du moment retomber avant de répondre. Lorsqu'il parla, sa voix résonna dans la salle avec une fermeté inébranlable. N'essayez jamais de prendre la terre. Silence. Un silence si profond qu'il engloutissait même le bourdonnement ambiant de l'écran holographique. Les consoles échangèrent des regards, puis les rires éclatèrent, d'abord comme un ricanement, puis se répandirent comme une traînée de poudre. Des soufflets profonds et gutturaux, des cris aigus, des claquements de mandibules amusés. La salle tremblait sous leur moquerie, résonnant sur les grands piliers. Pour eux, les paroles d'O'Quinn n'étaient pas seulement absurdes, elles étaient indignes d'attention. O'Quinn ne bougea pas, il ne réagit pas, il se contenta d'observer. Vakoth essuya des larmes imaginaires de ses yeux enfoncés. « Oh, c'est fort !» ricana-t-il. « Vous croyez vraiment que votre espièce résiste à la puissance du Conseil galactique ?» O'Quinn se leva, ajustant les poignets de son uniforme impeccable. Cette transmission est terminée. L'écran holographique s'éteignit, et avec lui, les rires cessèrent. La salle, où se trouvaient les dirigeants de la Terre, resta silencieuse un instant, jusqu'à ce que le secrétaire à la Défense, Alan Whitaker,
Un homme corpulent au regard féroce se penche en avant. « Eh bien » dit-il d'un ton sec. C'était clair. Ils se réunirent dans la salle du Conseil de guerre, au cœur des installations centrales de l'UED. Les hommes réunis autour de la table n'étaient pas des politiciens au sens traditionnel du terme. C'étaient des pragmatiques, des tacticiens et les chefs des forces militaires unifiées de la Terre. Assis à côté d'O'Quinn se trouvait l'amiral Kenneth Carlyle, un stratège aguerri aux cheveux gris fer coupé court et réputé pour sa cruauté calculée. La grande holocarte au-dessus d'eux affichait les lents mouvements des flottes du Conseil galactique le long des territoires de la bordure extérieure. L'empiètement était subtil, méthodique. O'Quinn tapota la table du doigt. « Ils ont planifié tout ça, dit-il. » L'arrogance de Vakot n'est que le dernier symptôme en date. Le général Theodore Stanton, chef de la défense terrestre, ricana. Nous l'avions vu venir il y a 10 ans, lorsqu'ils ont restreint notre siège au Conseil. Leur jeu politique ne me concerne pas, a déclaré Carlyle d'un ton neutre. Ce qui m'inquiète, c'est leur logistique. Ils pensent avoir déjà gagné. O'Quinn hocha la tête. Ils croient que la Terre est toujours liée à leur perception de nous, isolée, fracturée. Ils ne comprennent pas à quel point nous avons changé. Il marqua une pause. Nous avons 2 options. Soit nous les laissons venir, fortifier la Terre et mener une guerre planétaire. Des murmures de désapprobation parcoururent la table. Ces hommes n'étaient pas idiots. Une guerre sur Terre serait dévastatrice. Soit, poursuivit O'Quinn, son regard balayant la salle, nous leur livrons le combat. Whittaker secoua la tête avec un sourire. C'est ce que je voulais entendre. Carlyle se pencha en avant, les doigts croisés. Quel est-ce le plan? Le regard d'O'Quinn était froid et calculateur. On leur donne une dernière chance. On envoie une délégation. Officiellement, je vais faire une dernière tentative diplomatique. Et officieusement? Demanda Stanton. O'Quinn croisa le regard de Carlyle. Je vais donner le signal. Un lent sourire éclaira le visage de l'amiral. La flotte fut préparée en quelques heures. 3 imposants vaisseaux diplomatiques, dépouillés de leurs capacités militaires, impeccables et cérémonielles, étaient positionnés à l'avant de la formation, chacun portant l'insigne du gouvernement de la Terre unie. Derrière eux, une seconde flotte se rassemblait dans l'ombre. Des navires de guerre, élégants et prédateurs, se déplaçaient en silence et en coordination sous le commandement de Carlyle. O'Quinn se tenait sur le pont de l'unité, le vaisseau diplomatique de tête, tandis que la vérification finale des systèmes était terminée. Son attaché principal, Michael Garrett, se plaça à ses côtés. « C'est un risque, » murmura Garrett. « Ils s'attendent à une forme de tromperie. Ils s'attendent à des fanfaronnades, » corrigea O'Quinn. « Ils ne s'attendent pas à ça, hein. » Garrett hésita. « Et si ça ne marche pas ?» se retourna O'Quinn, l'air indéchiffrable. Alors le Conseil verra plus d'humains à ses portes qu'il ne l'aurait jamais cru possible. Et d'ici là, il sera trop tard pour changer d'avis. Sur ce, la flotte prit son envol. La station au cœur du Conseil galactique était une merveille d'ingénierie, une construction colossale d'alliages entrelacés et de noyaux énergétiques pulsés. Il flottait comme une lune artificielle, sa taille rivalisant avec celle de certaines planètes habitées. Alors qu'Unity s'amarrait, O'Quinn ajusta le col de son uniforme, le visage impassible. La baie d'amarrage était bordée de gardes cérémoniels. De hautes silhouettes en armure de diverses espèces, leurs uniformes impeccables, leurs armes rangées dans leurs étuis mais présentes. L'air était chargé d'une odeur d'atmosphère extraterrestre, du bourdonnement subtil des barrières énergétiques, une présence constante. O'Quinn marchait d'un pas décidé, suivi de son entourage de conseillers. Ils furent conduits dans la salle du Grand Conseil, une vaste salle bordée de piliers ornés et emplie des murmures des dignitaires extraterrestres. Au fond, assis sur une estrade, Vekoth attendait. Son amusement était à peine contenu à l'approche d'O'Quinn.
La salle du conseil était animée d'une tension intense. Le chancelier Harold O'Quinn se tenait au centre de la grande salle, solitaire, entouré de délégués extraterrestres assis en rang circulaire qui montaient vers la voûte. Les murs vibraient d'une faible lumière bioluminescente, se reflétant sur le sol en pierre polie, contrastant fortement avec l'hostilité sous-jacente qui émanait de nombreux participants. Vakoth était assis sur son estrade surélevée, ses yeux argentés brillant d'un amusement à peine voilé, tandis qu'il gesticulait nonchalamment d'une main griffue. « Chancelier O'Quinn » dit-il d'une voix traînante, sa voix ayant le même poids qu'un juge prononçant une sentence. « Vous êtes venu devant ce conseil pour contester notre décision. Très bien, parlez, même si je doute que cela change quoi que ce soit. » O'Quinn s'avança, son regard gris-acier parcourant la pièce, scrutant les personnages devant lui. Il en connaissait beaucoup, avait passé des années à s'y retrouver dans leurs opinions politiques. Les Octari reptiliens, dont la peau épaisse et écailleuse bougeait à peine tandis qu'ils observaient et en silence. Les Calvors, descendants d'oiseaux, dont les crêtes emplumées frémissaient de curiosité prédatrice. Les Ularins, céphalopodes imposants, dont la chair translucide scintillait d'une lueur terne et indifférente. Certaines de ces espèces avaient été autrefois des alliés, d'autres des opportunistes, et beaucoup avaient toujours été des ennemis en puissance. Il prit une inspiration. La décision de s'approprier les ressources de la Terre est non seulement illégale, mais immorale, dit-il d'une voix égale et ferme. Depuis des siècles, le Conseil galactique gouverne selon le principe selon lequel la souveraineté n'est pas soumise à la convenance. Ce principe ne s'écarte pas simplement parce que l'humanité a choisi de se démarquer. Un murmure sourd parcourut la salle, un concert de réactions contradictoires. Certains écoutaient attentivement, d'autres ricanèrent ouvertement. Un délégué, Isoctari, le conseiller Garant, se pencha en avant, ses yeux ambrés et bridés se rétrécissant. Vous parlez de souveraineté, et pourtant l'humanité n'a guère fait pour s'intégrer au collectif. Sa voix était un sifflement profond et grinçant. Vous avez bénéficié des technologies du Conseil, des routes commerciales et des réglementations, et pourtant votre peuple s'isole, accaparant vos propres avancées, refusant toute surveillance. O'Quinn soutint son regard sans hésitation. Nous avons coopéré lorsque cela servait nos intérêts mutuels. Nous avons respecté les traités lorsque cela servait nos intérêts mutuels. Nous avons respecté les traités, honoré les accords et défendu cette galaxie lorsque cela était nécessaire. Ce que nous n'avons pas fait, c'est renoncer à notre droit de nous gouverner. Il y a une différence entre coopération et servitude. Vakoth ricana en secouant la tête. L'obsession humaine pour l'autonomie, toujours si tenace. Il se tourna vers les autres délégués. Dites-moi, honorable conseiller, devons-nous vraiment envisager l'idée que l'humanité, une espèce qui a refusé de partager ses technologies les plus avancées, qui a étendu ses capacités militaires tout en niant toute responsabilité envers la galaxie, ses capacités militaires tout en niant toute responsabilité envers la galaxie, il ne faut pas le contrôler. Un second murmure, plus fort cette fois. Le conseiller Sirek des Calvors fit claquer sa bouche en forme de bec, son plumage sombre se déplaçant. Une expansion incontrôlée engendre l'instabilité. Ses yeux noirs et perçants se fixèrent sur O'Quinn. On l'a déjà vu. Les espèces isolationnistes deviennent souvent arrogantes et dangereuses. Les poings d'O'Quinn se crispèrent dans son dos, mais son visage resta impassible. « Tu ne crains pas l'instabilité, » dit-il d'une voix mesurée. « Tu crains une espèce qui refuse de s'agenouiller. Tu crains un peuple qui ne sera jamais apprivoisé, jamais possédé, jamais brisé. » Un lourd silence s'ensuivit avant que Vakoth ne pousse un lent soupir, feignant l'épuisement. « Chancelier O'Quinn, vos propos sont passionnés, mais ils ne changent rien à la réalité qui se présente à nous. Un vote a été organisé. Le Conseil a tranché. Les ressources de la Terre serviront l'intérêt général. O'Quinn savait que cela allait arriver, mais malgré cela,
Il scruta les visages des délégués tandis que la décision était finalisée. Certains hésitaient. Le doute. Il vit le conseiller Drell, des ularines, remuer, mal à l'aise, ses doigts allongés tapotant anxieusement la coudoir polie de son siège. Le conseiller Hadric, des Heskari, des êtres quadrupèdes massifs à l'épaisse armure, échangea un regard avec un autre de ses semblables. Tous n'étaient pas d'accord, mais aucun ne s'y opposerait. Un carillon retentit dans la salle. Le vote a été exprimé, déclara une voix automatisée. Par décision majoritaire, la revendication des ressources de la Terre est confirmée. O'Quinn hocha lentement la tête. Voilà comment ça se passe. Vakot sourit. Tu l'avais toujours su. Son regard s'assombrit. La prochaine étape concerne la réponse de la Terre. Vous avez défié la volonté du Conseil, entravant la gouvernance légitime. Avec effet immédiat, le gouvernement de la Terre unie est reconnu coupable de violation du droit interstellaire. De ce fait, l'humanité est désormais reconnue comme un État voyou. Plusieurs conseillers se redressèrent sur leur siège. Le murmure qui suivit ne reflétait plus la simple curiosité, mais le malaise. La mâchoire d'O'Quinn se crispa. « Vous nous traitez de traîtres. Vous l'avez déclaré vous-même, chancelier. » Vakot se pencha en avant, savourant l'instant. En refusant de vous soumettre, vous avez placé l'humanité hors la loi. Et comme pour toute insurrection, une telle défiance doit être corrigée. Il agita une main griffue. Vous devez être placé en détention jusqu'à ce qu'un tribunal officiel soit constitué. Une escouade de gardes en armure s'avança, armes baissées mais prêtes. La tension dans la salle devint suffocante. O'Quinn ne bougea pas. Il n'opposa aucune résistance. Son expression demeura calme tandis qu'il se baissait pour ajuster le revers de sa manche. Ce faisant, ses doigts effleurèrent un petit dispositif encastré juste sous le tissu. Un mouvement simple, imperceptible, une simple pression sur sa manche. Aucun son, aucune hésitation. À des années-lumière, caché dans le vide infini, une pulsation silencieuse traversa l'obscurité. Une transmission, un signal, une promesse. L'amiral Kenneth Carlyle l'a reçu. Son expression resta inchangée. Ses officiers ne parlèrent pas. Ils attendaient cela. Et maintenant, l'attente était terminée. Au cœur du centre de commandement de Banshee, le vaisseau amiral de la flotte de défense terrestre unie, son regard perçant se fixait sur la carte creuse devant lui. Dès que la transmission silencieuse arriva, une petite icône clignota au bord de l'écran. Les doigts de Carlyle se crispèrent, sa posture se crispant. C'est l'heure. Il se tourna vers ses officiers, des hommes aguerris qui avaient passé leur vie à se préparer à ce moment précis. Le capitaine Jeremy Walger, tacticien chevronné au regard froid et calculateur, hocha la tête. Le lieutenant Paolo Verdanski, supervisant la coordination de l'assaut planétaire, se tenait les bras croisés, attendant l'ordre qu'il savait venir. L'officier des opérations Julian Harrington, responsable de la logistique et du déploiement de la flotte, effectua une dernière vérification des systèmes sans qu'on lui en ait parlé. La voix de Carlyle était ferme, son ton absolu. « On y va !» La salle de guerre explosa. Les officiers se précipitèrent à leur poste, coordonnant les derniers préparatifs. À travers toute la flotte, des ordres cryptés furent envoyés en succession rapide. Les capitaines des navires confirmèrent l'état de préparation. Les forces terrestres se mobilisèrent. L'opération tant attendue avait commencé. Sur Terre, la machine de guerre s'activa. Sous les vastes complexes militaires de l'UED, des soldats aguerris revêtirent leurs armures, reflétant la faible lueur des tables de guerre affichant leurs objectifs. Les hangars grondaient d'activité tandis que des rangées de vaisseaux de guerre anguleux et élégants étaient préparés au lancement. Leurs coques étaient renforcées pour le combat spatial profond. L'artillerie mécanisée était chargée sur des porte-avions prêts à être déployés si la bataille s'étendait au-delà de la station elle-même. Dans la haute atmosphère, la première vague de vaisseaux capitaux démarra ses moteurs.
Leurs systèmes d'armes se chargèrent. D'élégants destroyers en rang d'escorte prirent formation autour des imposants dreadnoughts, leurs coques ornées de l'insigne de la défense terrestre unie. Les escadrons de chasse effectuaient les derniers diagnostics, les pilotes murmurant des rituels d'avant-bataille sur des messages cryptés. Communication. À bord du Banshee, Carlyle observait l'affichage tactique se mettre à jour en temps réel. La flotte était positionnée le long de la bordure sombre d'une lointaine ceinture d'astéroïdes, à l'abri des capteurs du Conseil. Chaque vaisseau était resté dans un silence absolu, sans scan actif, sans transmission, sans mouvement susceptible de les trahir. Le capitaine Walger se tenait à ses côtés, les bras croisés dans le dos. « Toutes les unités sont en position, commandant. Nous sommes prêts à engager le combat sur votre ordre. » Carlyle hocha la tête, et la flotte secondaire, postée près de la dérive Theta, attendait la phase suivante. Carlyle s'accorda un bref instant de satisfaction. Ce n'était pas une crise de désespoir. C'était une exécution soigneusement orchestrée. Il se tourna vers l'officier des communications. Relais à tous les vaisseaux. L'opération chute est lancée. L'ordre fut reçu dans toute la flotte. Les moteurs vrombirent. Les humains avancèrent. La station de défense du Conseil galactique était un mastodonte d'alliages renforcés, de boucliers énergétiques et de plateformes d'armes automatisées. Elle se dressait en orbite au-dessus de la planète capitale artificielle d'Osirien, ses propulseurs de maintien en position immuable. À l'intérieur, l'amiral Jorik Valtrin, de la flotte de défense du Conseil, un tulare insectoïde rigide, doté de plaques chitineuses le long de son crâne allongé, surveillait les itinéraires de patrouille habituels depuis son pont de commandement. Pour lui, c'était la routine. Français. Les forces de sécurité du Conseil étaient dispersées dans d'innombrables secteurs, mais personne n'avait osé lancer un véritable assaut sur la station elle-même, jusqu'à présent. Le premier avertissement est venu comme une série d'éclairs aveuglants dans l'obscurité. Les yeux composés de Valtrin ont brillé tandis que les capteurs du périmètre extérieur se sont déchaînés. Une cascade d'alertes d'urgence a inondé le centre de contrôle de la station. Une flotte non identifiée émergeant de FTL. Un officier de passerelle a crié. Ses doigts allongés et amphibies se déplaçaient sur la console. Plusieurs navires de guerre de classe Dreadnought. Configuration inconnue. Les mandibules de Valtrin ont claqué d'irritation. Affichez-les. L'écran creux s'alluma et, pour la première fois, il les vit. Des centaines de vaisseaux de guerre humains perséquaient le vide tel un mur de métal et de feu. Un message unique et brutal de l'amiral Carlyle traversa les communications interceptées. « Nous sommes là. » L'attaque commença avec une précision impitoyable. La première vague de destroyers humains s'élança, leurs canons électriques s'allumant avec une force dévastatrice. Une tempête de balles de tungstène déchira le vide, s'écrasant sur le périmètre le plus éloigné du réseau de défense du Conseil. Des tourelles automatisées pivotèrent en réponse, illuminant l'obscurité de leurs tirs concentrés d'énergie. Mais les vaisseaux humains se déplaçaient en formation serrée et disciplinée, se faufilant à travers le barrage tandis que leurs tirs de riposte déchiraient pour les plateformes ennemies. Puis arriva la flotte ennemie. Des navires de guerre du Conseil, élégants et renforcés, s'avancèrent pour l'intercepter. Leurs formations étaient rigides, dictées par la doctrine et le protocole. Les humains, en revanche, combattaient différemment, fluides, adaptables, imprévisibles. Le premier échange fut brutal. Des frégates humaines rompirent leur formation, flanquant les croiseurs défensifs les plus proches. Des salves de missiles coordonnés frappèrent les propulseurs exposés, déclenchant des rafales de feu bleu. Les escadrons de chasseurs suivirent, manœuvrant à travers le champ de débris de tourelles brisées et de coques éventrées. Ils engagèrent les intercepteurs du Conseil dans une danse mortelle, leur traînée de missiles sillonnant le vide, tandis que les explosions illuminaient la zone de combat. La bataille faisait toujours rage, l'essentiel des défenses tenant bon, mais les humains continuaient d'avancer, forçant les forces du Conseil à se replier.
La station restait à distance, protégée par des couches de vaisseaux de guerre et de plateformes défensives. Mais couche après couche, cette protection disparaissait. Le vide était embrasé par le feu et les débris. La bataille s'était transformée en véritable zone de guerre, la première vague de forces humaines s'opposant aux défenses retranchées du Conseil galactique. Des projectiles de canons électriques et des salves de missiles fusaient dans l'obscurité, illuminant le balai chaotique des vaisseaux de guerre naviguant entre les débris des vaisseaux tombés. À bord du Banshee, l'amiral Kenneth Carlyle observait l'affichage tactique avec une attention méticuleuse. La flotte humaine avait pénétré profondément dans le périmètre défensif, mais la résistance s'intensifiait. Les forces du Conseil, bien que rigides dans leur doctrine, étaient nombreuses et profondément retranchées. Un crépitement de parasites parcourut la passerelle de commandement lorsque le capitaine Jeremy Walger se détourna de sa console, l'air sévère. « Monsieur, la ligne de bataille secondaire ennemie tient bon. Elle s'adapte à nos schémas d'assaut. » Carlyle étudia l'holocarte, les yeux plissés. L'écran défensif du Conseil était stratifié. Une formation extérieure de destroyers et de croiseurs formait la première couche, soutenue par des dreadnoughts plus lourds, plus en arrière. Malgré la percée initiale des humains, l'ennemi consolidait ses forces en une formation plus serrée. « Resserrez la formation d'attaque », ordonna Carlyle. « Forcez-les à un engagement total. Nous les brisons ici. » Au-dessus du champ de bataille, Hydra, un croiseur de combat humain lourdement blindé, menait une manœuvre de flanc le long de l'aile défensive gauche du Conseil. Le commandant Anton Galloway serra les dents tandis que la coque de son navire vibrait sous un coup oblique. « Ils essaient de nous encercler », rapporta son officier d'armement, des forces de flanc venant de Vecteur 9-7. Galloway parcourut la carte tactique du regard. L'ennemi avait anticipé leurs mouvements et déployait des intercepteurs et des frégates d'attaque rapide en réponse. Si les humains n'agissaient pas vite, ils seraient encerclés. « Pas aujourd'hui », grommela Galloway. « Exécutez une formation de dispersion. » Aussitôt, Hydra et ses vaisseaux d'escorte se disloquèrent, se dispersant dans différentes directions. Au lieu de maintenir leur formation, les vaisseaux humains se fragmentèrent en groupes d'attaque plus petits, se faufilant de manière imprévisible sous le feu ennemi. Les formations rigides des forces du Conseil peinaient à compenser. Un escadron de destroyers humains émergea du chaos, déchirant les rangs ennemis désorganisés. Hydra lança une salve de torpilles, ciblant les flancs exposés des vaisseaux capitaux du Conseil. Des explosions éclatèrent sur le champ de bataille, les coques se rompant, projetant des débris dans le vide. De retour sur le Banshee, le lieutenant Paolo Verdanski analysait le champ de bataille changeant depuis son poste, saisissant rapidement ses commandes sur l'interface Holomap. Le chaos extérieur s'intensifiait et chaque seconde comptait. Nous avons franchi leur périmètre, mais ils se réorganisent encore. Un officier rapporta, la voix teintée d'urgence. Verdanski expira, la mâchoire serrée. Nous maintenons l'élan. Envoyons la prochaine vague. Maintenons-les sur la défensive. Sous son commandement, une autre ligne de vaisseaux de guerre humains s'élança, martelant les plateformes défensives restantes d'une puissance de feu implacable. Les rangs ennemis vacillèrent sous l'assaut soutenu. Les lignes autrefois soudées de la flotte du Conseil se fracturèrent, leurs commandants s'efforçant de s'adapter à l'imprévisibilité des tactiques humaines. Et puis, le premier véritable revers survint. Une série de cuirassés du Conseil, plus imposants et plus lourdement blindés que tout ce qui avait été déployé jusqu'alors, surgit de l'hyperespace, bloquant l'avancée humaine comme une lame dans la chair. Des lances à particules enflammèrent les ténèbres. Ténèbres, transperçant 2 destroyers humains en un instant. Des ondes de choc parcoururent le champ de bataille, tandis que les renforts du Conseil avançaient. À l'intérieur de Banshee, la console de Verdanski s'illumina de nouveaux marqueurs rouges, inondant la carte tactique. Il eut à peine le temps de réagir que la voix du capitaine Walger interrompit les communications. « Ils viennent d'engager leurs réserves. Coupez les communications. »« Ils viennent d'engager leurs réserves. » marmonna Walger d'un ton grave.
l'esprit de Verdanski s'emballa. C'était le moment où la plupart des flottes vacilleraient, où la plupart des espèces commenceraient leur retraite. Mais les humains n'étaient pas comme la plupart des espèces. La voix de Carlyle résonna, aussi ferme que jamais. Toutes les unités, passées en formation Delta 5, nous les traversons d'un coup. La flotte humaine s'est ajustée au lieu de se replier. Ils ont commis l'impensable. Ils ont avancé. Les escadrons de chasse ont bondi en avant, se faufilant à travers le feu ennemi, mitraillant les navires de guerre avec des attaques de précision qui ont brisé la coordination. Les vaisseaux capitaux se sont répétés, formant de violents couloirs de puissance de feu qui ont canalisé les navires ennemis dans des zones de destruction. À bord du cuirassé de commandement du Conseil, l'amiral Jorik Valtren regardait, incrédule. « Ils sont censés se briser », marmonna-t-il. Pourquoi avancent-ils? Les doctrines rigides du Conseil les avaient préparés à affronter un ennemi défensif, une espèce qui reculait sous une pression écrasante. Mais les humains ne reculèrent pas. Ils s'adaptèrent, ils attaquèrent, ils apprirent. Et maintenant, ils gagnaient. Tandis que la flotte humaine frappait les derniers défenseurs, la structure colossale de la station du Conseil galactique apparut pleinement. Sa coque renforcée brillait sous la lumière de l'étoile lointaine, ses défenses automatisées tirant toujours sans relâche. Dans la salle du Grand Conseil, la panique s'empara de lui. Les yeux argentés de Vekoth parcoururent les rapports qui affluaient. Les défenses étaient défaillantes. « Ils sont au périmètre final », balbutia un assistant. La flotte s'effondre. Les griffes de Vekoth se recroquevillent sur les accoudoirs de son trône. C'est impossible. De l'autre côté de la salle, les conseillers échangent des regards. Certains terrifiés, d'autres résignés. La flotte humaine avance, implacable. Les canons électriques rugissent tandis que des balles cinétiques déchirent dans le vide, s'abattant sur les derniers vestiges des défenses extérieures du Conseil. Le mur autrefois impénétrable de vaisseaux de guerre et de plateformes orbitales qui entouraient la station s'effondrait sous l'assaut coordonné et implacable des forces de l'UED. Des sillages de missiles sillonnaient le champ de bataille, se faufilant entre les débris des vaisseaux fracassés avant de frapper les cuirassés du Conseil. Certains explosèrent à l'impact, enflammant les réserves de carburant dans des explosions éclatantes et violentes. D'autres s'attaquèrent aux faiblesses structurelles, déchirant les vaisseaux tandis que les capsules de sauvetage tiraient frénétiquement depuis leurs coques. La station du Conseil galactique se dressait devant, toujours protégée par des couches de défense automatisées. Ces tourelles massives, montées le long de la structure en anneaux, crachaient des décharges d'énergie concentrées sur la flotte en progression. Un tir toucha une frégate humaine en plein milieu, la coque se brisant instantanément, le navire perdant le contrôle avant d'exploser en une boule de feu silencieuse. À bord du Banshee, l'amiral Kenneth Carlyle se tenait immobile, les bras croisés, observant la bataille se dérouler sur l'holocarte centrale. L'écran clignotait en permanence. Des marqueurs verts indiquent que les forces humaines recernent l'étau. Les marqueurs rouges s'amenuisent tandis que la flotte ennemie se désintègre sous la pression. « État des lieux », exigea Carlyle. Le capitaine Jeremy Walger répondit immédiatement. « Nous avons franchi leur périmètre final. Les plateformes défensives ne fonctionnent plus qu'à 30%, mais leurs tourelles automatisées sont toujours opérationnelles. Les navires ennemis rompent leur formation. » Certains tentent de battre en retraite. Le lieutenant Paolo Verdanski, posté à la console de coordination de la flotte, se pencha. Son regard scruta le positionnement actualisé de la flotte. Nos pertes sont conformes aux prévisions. Hydra et son escadron ont neutralisé le flanc ouest. Nous avons un chemin libre vers la station. Carlyle hocha la tête. Bien, maintenez la pression. Aucune hésitation. Sur le champ de bataille, l'Hydre menait la charge à travers les lignes de bataille défaillantes du Conseil. Le commandant Anton Galloway se prépara tandis que le vaisseau subissait un nouveau coup direct, le blindage renforcé craquant sous l'impact. Des étincelles jaillirent sur le pont, tandis que les conduits d'énergie se surchargeaient,
emplissant la cabine d'une odeur âcre de métal brûlé. Les boucliers tiennent à 62%, rapporta son officier tactique. Nous pouvons encore encaisser quelques tirs, mais ils concentrent leurs tirs. Le regard de Galloway se fixa sur les derniers croiseurs de bataille du Conseil défendant l'approche de la station. Il ne s'agissait pas de navires de la flotte standard. Il s'agissait de navires de guerre conçus spécifiquement pour des engagements de haute intensité. Leurs coques étaient renforcées par des blindages multicouches. Leur système d'armes était optimisé pour des sièges prolongés. Il se connecta au réseau de combat. Nous avons besoin d'un appui-feu sur ces croiseurs immédiatement. La réponse fut immédiate. 2 destroyers humains quittèrent leur formation, virant brusquement pour flanquer les plus gros navires. Des lances à plasma tirèrent en succession rapide, forçant les navires du Conseil à rediriger leur énergie vers leur bouclier tribord. C'était l'ouverture. Galloway devait concentrer toutes ses batteries avant sur ce porte-avions. Il ordonna qu'il meure maintenant. Les canons principaux de l'hydre brillèrent d'une énergie menaçante avant de déclencher un barrage de canons électriques. Chaque projectile était de la taille d'un autobus. Les obus transpercèrent le cœur du moteur du navire ennemi, transperçant les blindages renforcés comme du papier. La première explosion jaillit de la poupe, suivie d'une réaction en chaîne de détonation sur toute la longueur du navire. L'onde de choc se propagea vers l'extérieur, projetant des débris en spirale dans toutes les directions. Les navires à proximité s'empressèrent de fuir, certains entrant en collision dans le chaos. Les forces restantes du Conseil hésitèrent un instant qui leur coûta tout. Galloway serra les poings. « Nous sommes dégagés », confirma son officier d'armement. Le commandant jeta un coup d'œil à la cible suivante. Reformer la formation et avancer, sans pitié. La bataille n'était pas encore terminée, mais l'étau du Conseil se resserrait. À l'intérieur du bureau du Conseil, des alarmes retentissaient dans tous les couloirs. Dans la grande salle, Vekoth serrait les accoudoirs de son trône, son regard argenté parcourant les écrans creux affichant les rapports de bataille en temps réel. Les conseillers autour de lui n'étaient plus aussi calmes. Ils criaient les uns sur les autres, la peur s'emparant de leur voix. Les humains sont presque à l'intérieur du périmètre de défense, aboya l'un des assistants. Nous devons ouvrir des négociations, implora un conseiller. Les mandibules de Vekoth tressaillirent. La pièce était chaotique, les voix s'entrechoquaient, la panique montait. Puis, d'un seul coup de sa main griffue contre la console, le silence s'abattit. « Imbécile !» grogna-t-il. « Tu crois qu'ils sont venus pour parler ? Ils sont venus pour nous détruire. La chambre se tue. Parler, ils sont venus pour nous détruire. La chambre se tue. » Pour la première fois dans l'histoire, le Conseil galactique, l'autorité dirigeante d'innombrables systèmes stellaires, était véritablement effrayé. La flotte humaine encerclait désormais la station. À l'intérieur de Banshee, Carlyle donna son prochain ordre. Toutes les forces formèrent un blocus, coupant toute issue. Personne ne put sortir. Le message fut relayé instantanément. Des vaisseaux de guerre humains se déployèrent, encerclant la station colossale dans un réseau de tirs coordonnés. Tout vaisseau tentant de fuir s'exposait à des représailles immédiates et brutales. Au centre de commandement, le capitaine Wolger se tourna vers Carlyle. « Ils ont terminé, monsieur ?» Carlyle étudia l'écran tactique en hochant la tête. « Pas encore. » Un silence tendu s'abattit sur la passerelle. Puis, nouveau contact. La console de Verdanski s'illumina en rouge. « Amiral, nous sommes en approche. » Avant que quiconque puisse réagir, l'espace lui-même sembla trembler. Le vide trembla. L'espace lui-même sembla se fendre tandis qu'une seconde flotte déferlait dans l'hyperespace. Des dizaines de vaisseaux de guerre du Conseil, autrefois destinés à la Terre, se précipitèrent pour défendre leurs maîtres agonisants. Leur arrivée fut rapide, leur formation serrée. La salle de la station explosa de halètements tandis que les conseillers paniqués se tournaient vers les écrans de combat.
Leur peur se transforma soudain en espoir. « Ils sont là !» s'exclama l'un d'eux. « Nous avons encore une chance !» Les yeux argentés de Vekoth brillèrent tandis qu'il se redressait. Un lent sourire éclaira son visage. Mais soudain, son expression s'assombrit, parce que quelque chose clochait. Son regard parcourut les mouvements de la flotte et il le vit. Une froide révélation l'envahit. Ses mandibules s'entr'ouvrirent légèrement. « Non !» murmura-t-il. L'un des conseillers se tourna vers lui, perplexe. Les yeux argentés de Vekoth se posèrent à nouveau sur l'écran creux, l'horreur se lisant sur son visage. « C'est impossible. L'espace ne s'est pas simplement brisé. Il a été déchiré. » La noirceur du vide ondulait et convulsait tandis que l'hyperespace se fendait, donnant naissance à des titans d'acier sur le champ de bataille. Le Dracule de l'UNS, monstrueux annonciateur de guerre, émergea en tête de la formation. Sa coque sombre absorbant la lumière lointaine des étoiles tel un prédateur aux aguets. Derrière lui, 2 douzaines de croiseurs de bataille, armes prêtes et des vagues de destroyers d'escorte, leurs fuselages élancés fendant l'éther, formèrent une formation d'assaut serrée. La flotte du Conseil ne l'avait pas vu venir. Un instant, ils se mobilisaient, leurs forces se regroupant dans ce qu'ils croyaient être l'assaut final pour écraser la résistance humaine. L'instant d'après, ils étaient pris dans un tourbillon de feu et d'annihilation. La première salve arriva sans avertissement. Des projectiles de canons électriques, de la taille de capsules de largage, déchirèrent le vide, s'enfonçant profondément dans les coques des navires de guerre du Conseil. Des salves de missiles s'ensuivirent, explosant avec une précision chirurgicale, divisant les formations ennemies avant même qu'elles ne puissent réagir. Des torpilles filèrent dans l'obscurité, se faufilant à travers le chaos avant de s'écraser sur les réacteurs et les batteries d'armes. Un cuirassé ennemi explosa instantanément, surchargeant son réacteur et envoyant une onde de choc aveuglante à travers sa propre flotte. L'attaque ne fut pas seulement brutale, elle fut méthodique. Des bombardiers humains descendirent ensuite, sillonnant les décombres, leurs charges s'abattant sur les navires blessés avec une efficacité impitoyable. Des ponts entiers furent vidés dans le vide. Certains navires, conscients de leur sort, tentèrent de faire demi-tour, mais furent accueillis par des ailes d'intercepteurs qui brisèrent leurs propulseurs, les laissant à la dérive, proies impuissantes pour le prochain barrage. À bord du Dracule, au cœur de cette embuscade parfaitement exécutée, l'amiral Navin Cusick observait sa flotte. Il fendit l'ennemi comme une faux dans des tiges sèches. Il joignit les mains derrière le dos, d'une voix froide et définitive, tandis qu'il ouvrait les communications de la flotte. « Ils pensaient venir sauver leur maître, » dit-il, regardant un autre dreadnought du Conseil se briser en temps réel. « À tous les navires, prouvez-leur qu'ils ont tort. » Le vide brûlait en réponse. Les officiers du Conseil hurlaient dans les communications, tentant frénétiquement de se réorganiser. Mais il n'y avait aucun ordre à sauver, seulement la destruction. À bord du vaisseau amiral des renforts du Conseil, l'amiral Ravos, vétéran d'une centaine de campagnes, seigneur de guerre redouté dans des dizaines de secteurs, restait paralysé. Sa silhouette rouge sang tremblait tandis qu'il regardait les vaisseaux se désintégrer les uns après les autres sous l'assaut. Ce n'était pas une bataille, c'était l'annihilation. Son officier de communication, les mandibules claquant rapidement sous la panique, se tourna vers lui. « Amiral, d'où venaient-ils ? Ravos n'avait aucune réponse. Ses forces étaient arrivées en espérant la victoire. Au lieu de cela, elles avaient foncé droit dans l'enfer. La batterie principale du Dracule tira à nouveau, une balle cinétique de la taille d'un bâtiment transperçant le cœur d'un cuirassé du Conseil. Il n'explosa pas simplement, il se fendit, des débris déchirant sa propre flotte, consumant d'autres navires dans la tempête de feu grandissante. Les destroyers flanquèrent sur les croiseurs ennemis restants, déchirant leurs coques de rafales précises,
leurs canons électriques détruisant leurs systèmes vitaux avant même que leurs proies ne puissent riposter. Le piège avait été tendu, il avait été déclenché, et il ne restait plus que le massacre. Dans la salle du Conseil galactique, Vekot sentit ses griffes s'enfoncer dans les accoudoirs de son fauteuil. Le champ de bataille sur les écrans creux avait changé en un instant. Là où l'espoir avait vacillé, un sentiment différent s'empara de la salle. Une panique pure et sans filtre. Un conseiller des Octari, les mains écailleuses, tremblantes, murmura « Cette flotte, d'où vient-elle » Un autre, un Yeltari squelettique et pâle, secoua la tête, incrédule. Les humains, ils ne devraient pas avoir plus de vaisseaux. La poitrine de Vakot se soulevait et s'abaissait rapidement. Son esprit s'emballait, cherchant désespérément un point d'appui stratégique, un moyen de sauver la situation. Ses forces avaient tout donné à la Terre, espérant une conquête facile. Ils avaient quitté la station en se défendant légèrement, pariant que le siège du pouvoir du Conseil était intouchable. Ils avaient dû fait une erreur. Vekot se leva brusquement de son siège, la voix rauque de désespoir et de fureur. D'où viennent-ils? Un instant, la salle resta silencieuse, la question planant sur eux comme une condamnation à mort. Puis une nouvelle voix s'éleva. Non pas de la salle, ni de ses officiers, mais du pont du Banshee. La voix de l'amiral Kenneth Carlyle, froide et maîtrisée, résonna dans les systèmes de communication du Conseil, emplissant la salle d'une présence impossible à ignorer. Nous étions tous de passage, mais nous voilà enfin arrivés. Libérez le chancelier. Maintenant. Les mots résonnèrent comme des coups de marteau. Certains conseillers se tournèrent les uns vers les autres, incrédules. D'autres s'affaissèrent sur leur siège, leur corps se raidissant tandis que la réalité de leur situation s'imposait. Quelques-uns s'accrochèrent à leur dignité, redressant leur posture, tentant de masquer la terreur qui les rongeait. Mais Vekot savait. Il comprit à cet instant précis qu'ils avaient perdu le contrôle. Son regard se porta sur l'écran creux le plus proche, montrant les flottes humaines parfaitement coordonnées, leur formation d'une précision incroyable. Puis la révélation le frappa. Les humains écoutaient. Son souffle se coupa. Son esprit repassa chaque mot prononcé dans cette pièce. Chaque plan désespéré. Chaque ordre brisé. Chaque tentative vaine de les contenir. Ses yeux argentés se tournèrent lentement vers les protocoles de sécurité de la chambre. Ses griffes tapotaient frénétiquement la console de commande, parcourant les journaux d'accès cryptés. Et voilà. La brèche. Ses lèvres s'entr'ouvrirent légèrement. Non. Un conseiller proche se retourna, perplexe. Qu'est-ce qui se passe? Les yeux argentés de Vekot se posèrent sur l'écran creux. Son esprit repassa les instants passés, leur conversation désespérée, leur faux sentiment de sécurité. Puis, la révélation frappa comme un coup de tonnerre. C'était O'Quinn. Le chancelier humain avait été emprisonné, ligoté et réduit au silence, mais il les avait laissés exposés. Et les humains avaient écouté tout le temps. Les vaisseaux de guerre de l'UED ont accentué leur avantage, martelant la flotte de renfort du Conseil avec une efficacité brutale. Le Dracul a mené l'assaut, déclenchant une nouvelle salve dévastatrice depuis ses batteries principales. Les balles cinétiques ont arraché la partie centrale d'un croiseur de bataille du Conseil, le brisant en deux. Les destroyers encerclèrent les vaisseaux ennemis restants, coupant les voies de fuite et les forçant à se replier dans des zones de destruction où ils furent déchiquetés par des frappes de missiles coordonnées. Les commandants du Conseil s'empressèrent de se réorganiser, mais la bataille était déjà perdue. Leur formation s'était effondrée, leurs navires de guerre tirant à l'aveuglette, incapables d'égaler la précision et l'agressivité de la flotte humaine. Le capitaine Navin Cusick observait la situation depuis la passerelle du Dracul, sa voix glaciale couvrant les communications de la flotte. « Brisez-les! Aucun survivant! » Un par un, les vaisseaux ennemis restants furent anéantis ou contraints de se rendre. Les renforts censés sauver la station n'étaient plus que des débris.
Alors que la flotte de renfort du Conseil s'effondrait, la principale flotte de guerre de l'UED se concentra sur la station galactique du Conseil elle-même. Les projectiles des canons électriques et les salves de missiles ont détruit les derniers vestiges des défenses orbitales, réduisant ce qui était autrefois le centre névralgique de la galaxie à un champ de bataille ravagé par le feu et le chaos. À bord du Banshee, l'amiral Kenneth Carlyle observait le spectacle tactique, son regard perçant scrutant le champ de bataille tandis que de nouvelles explosions illuminaient le vide. Les flottes du Conseil furent brisées, leurs vaisseaux restants tentant des retraites désorganisées. Mais la station était toujours debout, protégée, fortifiée, et la voix provocante du capitaine Jeremy Walger coupa à travers le bruit statique des plateformes de défense automatisées de l'amiral. Leur réseau énergétique détourne l'énergie vers les tourelles orbitales. Carlyle ne bronchait pas longtemps. Il se tourna vers le lieutenant Paulo Verdanski qui exécutait déjà des calculs cartographiant les fréquences des boucliers et les schémas de tir des tourelles. Les données affluèrent sur leur carte, tandis qu'il se rapprochait des principaux nœuds énergétiques alimentant les défenses de la station. Là, expliqua Verdanski, 3 pôles énergétiques majeurs contrôlaient le réseau de boucliers de la station. Éliminez-les et les défenses s'effondreront. Carlyle hocha la tête. Transmission à toutes les unités. Cible prioritaire marquée. Désactivez ces boucliers. Sur le champ de bataille, les vaisseaux de guerre humains ajustèrent sur leur cap. Destroyers et croiseurs se repositionnèrent, ciblant les principaux émetteurs de boucliers de la coque de la station. L'hydre, toujours en tête de l'assaut, fonça en avant, lançant une volée de torpilles de précision. La première toucha un conduit exposé, provoquant un effet d'entraînement le long de la matrice énergétique de la station. Galloway rapporta depuis l'hydre que la première cible était abattue. Le Dracule, positionné sur le flanc opposé, déclencha sa batterie principale. Une impulsion d'énergie cinétique frappa le second centre énergétique, envoyant des ondes de choc à travers la structure de la station. Dans la salle du conseil, l'impact fut immédiatement ressenti. Les lumières vacillèrent et les yeux argentés de Vécote se posèrent sur les écrans d'état. Une à une, des sections du réseau de défense cédèrent. « Non !» murmura-t-il, ses griffes agrippant les bords de sa console. Dehors, le coup de grâce vint du Banshee lui-même. Dehors, le coup de grâce vint du Banshee lui-même. Carlyle donna l'ordre, et les batteries avant du vaisseau lancèrent une salve concentrée sur le dernier pôle énergétique. L'impact brisa le dernier maillon du réseau, et, sur le champ de bataille, les boucliers de la station s'effondrèrent, créant une cascade de conduits d'énergie défaillants. Pour la première fois de son histoire, la station du Conseil galactique était exposée. Carlyle n'hésita pas. Avancer les équipes d'abordage. 3 vaisseaux de débarquement de taille moyenne furent lancés depuis le Banshee, descendant vers la station désormais sans protection. Leur coque, d'un noir mat, était conçue pour la vitesse et la pénétration, se faufilant entre les vestiges des défenses brisées. À l'intérieur du vaisseau de tête, Carlyle se tenait calme et posé, agrippé à une rampe tandis que le vaisseau grondait dans les turbulences. Autour de lui, des dizaines de Space Marines étaient assis sur leur siège de largage, leurs armures noires et grises reflétant la faible lumière intérieure. Leurs casques, renforcés par des visières tactiques, affichaient les affichages tête haute des positions ennemies dans la station. La voix du pilote grésillait dans les communications. Zone d'atterrissage en approche. Plus que 3 minutes. Carlyle se tourna vers le Major Seth Seagal, commandant de l'équipe d'intervention des Marines. « La station est exposée. Nous prenons la chambre. » Seagal acquiesça sèchement. « Compris, amiral. » Les vaisseaux transpercèrent le bouclier d'amarrage de la station, s'inclinant brusquement en descendant dans le hangar. Des explosions continuaient de s'abattre sur la coque, les vestiges des défenses automatisées de la station luttant en vain pour empêcher l'inévitable.
Le premier navire s'écrasa sur le pont, ses vérins hydrauliques grinçant sous la force. Les deux autres s'écrasèrent sur le pont, leurs vérins hydrauliques grinçant sous la force. Les deux autres suivirent, précis et déterminés, tels des bourreaux arrivant à la potence. L'espace d'un instant, le monde retint son souffle. Les moteurs ronronnèrent, les lumières rouges pulsèrent, les bottes se crispèrent sur le sol métallique. Puis, les rampes s'abaissaient, tels des fantômes surgissant du vide. Les Space Marines en sortirent, armes levées, leurs mouvements rapides et imparables. Leurs bottes résonnèrent sur le pont tandis qu'ils balayaient le hangar, dégageant les recoins, vérifiant la résistance ennemie. Carlyle les suivit. Ses bottes heurtèrent le sol métallique de la station et il prit une longue inspiration. Ça y était. La fin du jeu. Un instant passa. Les marines se formèrent, le hangar était à eux. Les premiers coups de feu retentirent dans les couloirs de la station du Conseil galactique. Les Space Marines s'élancèrent, traversant la station tandis que des rafales de plasma jaillissaient des positions défensives en avant. Les soldats du Conseil, vêtus d'armures de combat segmentées, se précipitèrent pour tenir bon, mais leur défense s'effondrait déjà. Le major Seth Sagal mena la charge, sa voix ferme par-dessus les communications des Marines. Contact imminent. Résistance acharnée. La première ligne de défense avait pris position derrière une série de barricades renforcées, leurs fusils à plasma éclairant le passage de leurs éclairs d'énergie fulgurants. Les Marines se mirent à couvert, leur blindage absorbant une partie des tirs obliques, mais leur progression était momentanément stoppée. Carlyle s'avança derrière Sagal, évaluant la situation. « Brisez-les !» La réponse de Sagal fut immédiate. Tir de suppression. Avancez. Les Marines ajustèrent leur position et formèrent des équipes de tir coordonnées. Deux groupes déployèrent un tir de couverture incessant, immobilisant les défenseurs, tandis qu'une troisième escouade manœuvrait le long du flanc droit. Un Marine lança une grenade à commotion cérébrale, dont l'explosion fit voler en éclats les barricades et projeta les troupes du Conseil à terre. Un instant plus tard, les Marines s'élancèrent, exécutant les défenseurs avec une efficacité meurtrière. Ceux qui tentèrent de battre en retraite furent abattus avant même de pouvoir se repositionner. Le couloir fut dégagé. Sagal se retourna vers Carlyle. Ils essaient de nous retarder. L'expression de Carlyle resta froide. Ce ne sera pas suffisant. Le prochain point d'étranglement était déjà fortifié. Les troupes du Conseil, réalisant que leur défense s'effondrait, avaient renforcé une porte de sécurité menant aux niveaux intérieurs de la chambre. D'épaisses cloisons métalliques avaient été scellées et deux escouades de sentinelles lourdement blindées étaient postées derrière les tourelles. Dès que les Marines apparurent, les tourelles s'activèrent. Des projectiles à plasma incandescent fendirent l'air, forçant les humains à se mettre à couvert. Un Marine fut touché directement à la poitrine, son blindage fondant tandis qu'il s'effondrait. Un autre fut projeté en arrière, son corps heurtant le mur du couloir avant même qu'il ait eu le temps de crier. Sagal serra les dents. Ils sont bien enfouis. Carlyle analysa la barricade. On ouvre une brèche. Un groupe de marines de démolition s'avança, sortant une charge explosive de leur sac. Un seul faux pas sous ce feu signifiait la mort. Un marine s'élança, son armure luisante sous les tirs rasants du plasma, et lança la charge sur la base de la barricade. Charge! Avant que les défenseurs puissent réagir, Sagal aboya. Détonez! Le couloir trembla violemment lorsque l'explosion transperça les supports de la cloison, projetant des éclats de métal et des corps calcinés, avant même que la fumée ne se soit dissipée. Les marines se précipitèrent, fusils à la main, abattant les survivants qui tentaient de se regrouper. L'opération fut terminée en quelques secondes. Sagal rechargea son arme en enjambant un agent du Conseil tombé. Son exosquelette fumant encore après la détonation, plus aucun obstacle entre nous et la salle du Conseil, acquiesça Carlyle. Entrez.
Les dernières portes menant à la salle du conseil étaient scellées, leur blindage renforcé, bourdonnant de l'énergie résiduelle du réseau défaillant de la station. Carlyle et Sargal s'approchèrent de l'entrée massive, les marines se formant derrière eux, armes levées, leurs visières luisant dans la faible lumière. Sargal se tourna vers son spécialiste en démolition. « Pouvez-vous la percer ?» Le marine lança un rapide diagnostic. La station est lourdement renforcée, mais les boucliers ont disparu. « Donnez-moi 30 secondes. » Le compte à rebours commença. Dans la salle du conseil, Vekoth et les autres conseillers restèrent figés, observant la vidéo de sécurité tandis que les marines se préparaient à leur avancée finale. « Non, » murmura l'un des Soctari. Les griffes de Vekoth se refermèrent fermement sur la console. Plus de défense, plus de renforts, plus rien pour arrêter ce qui arrivait. Plus de clôture, plus de renforts, plus rien pour arrêter ce qui arrivait. 30 secondes plus tard, les portes s'ouvrirent vers l'intérieur, des fragments de métal se dispersant sur le sol poli tandis que les Marines s'engouffraient. Et à cet instant, l'humanité s'empara de la pièce. Silence. Les anciens fiers dirigeants de la galaxie restèrent muets d'horreur, le visage pâle, le corps tremblant sous le regard perçant des hommes armés qui contrôlaient désormais le cœur du conseil. Carlyle s'avança d'une voix froide et impérieuse. « Libérez le chancelier. » Personne ne bougea. Puis, dans un souffle tremblant, l'un des assistants actionna la commande de libération. Un instant plus tard, une porte latérale s'ouvrit en sifflant, et le chancelier Harold O'Quinn émergea de l'obscurité. Son uniforme était déchiré, son visage marqué par l'épuisement, mais son regard restait fixe. Il avança d'un pas mesuré, s'arrêtant au centre de la salle, entre les marines et les conseillers vaincus. Pendant un long moment, il resta silencieux. Puis, enfin, sa voix résonna dans la salle, ferme, inébranlable, absolue. « Vous êtes tous des traîtres à la galaxie. » Ces mots frappèrent comme un marteau, brisant le peu de défiance qui subsistait dans la pièce. Certains conseillers s'affaissaient sur leur siège, d'autres détournaient le regard empli de honte. Les mains d'un Zoctari tremblaient tandis qu'il baissait les yeux vers le sol. « Il n'y aura pas de négociation, » poursuivit O'Quinn. « Pas de compromis, pas de seconde chance. Vous répondrez de vos actes. » Les mandibules de Vekoth se crispèrent. Ses yeux argentés parcoururent les humains armés qui les entouraient. Il n'avait plus de mots. O'Quinn se tourna vers Carlyle d'une voix calme. « Prenez-les. » À son ordre, les Marines avancèrent, sécurisant les anciens dirigeants de la galaxie sans un mot de protestation. O'Quinn se tenait au centre de la pièce, contemplant la pièce qui avait autrefois dicté le destin d'innombrables mondes. Maintenant, c'était à lui. Il prit une longue inspiration. Puis il parla, sa voix résonnant dans la salle, aux conseillers vaincus, aux marines, aux gardes à vous, à tous ceux qui seraient encore témoins de cet instant. À partir de ce jour, le Conseil ne sera plus un instrument d'oppression. Toute espèce souhaitant siéger dans cette salle doit s'engager à ne pas exploiter la galaxie, mais à la protéger. Silence. Les conseillers échangèrent un regard, l'air d'une résignation silencieuse. Aucune protestation, aucune résistance. L'un des conseillers les plus âgés, un Zularien flétri à la bioluminescence faible et vacillante, baissa simplement la tête en signe d'acceptation. À cet instant, l'humanité avait gagné. O'Quinn se tourna vers Carlyle d'une voix calme. « On en a terminé. » Et tandis que les Marines sécurisèrent la chambre, le dernier message de l'humanité était à la portée de la galaxie. « N'essayez jamais de prendre la Terre. » Salut humain de l'espace. Je suis vraiment curieux de connaître votre avis sur cette vidéo. Laissez un petit commentaire et dites-moi ce que vous en pensez. Ou dites-moi simplement bonjour si vous préférez. Quoi qu'il en soit, j'aimerais beaucoup avoir de vos nouvelles. Oh, et une dernière chose, tout grand soldat le sait.
Pour survivre et devenir un héros, prendre soin de soi est essentiel. Alors, avant de partir, vérifiez le commentaire épinglé. Croyez-moi, c'est important et j'ai sélectionné une autre vidéo à vous proposer. Cliquez simplement sur la carte ici, ou ici si vous voulez la playlist complète. On se voit là-bas.